Bonjour à tous. Je vais vous présenter le sujet de ma thèse d'épidémiologie que j'ai soutenue à la fin du mois de mai et elle a été encadrée par les professeurs Maria Soto et Sandrine Andrieux. Je suis de corps de métier et très fière de l'être, infirmière en pratique avancée et donc maintenant docteur en épidémiologie. L'objet de mes travaux était l'implémentation du programme ICOP au niveau national. Je ne reviendrai pas sur les étapes du programme ICOP, on en reparlera un petit peu après, mais l'idée c'était d'évaluer son implémentation là dans la phase d'expérimentation actuelle. Alors on a regardé évidemment la littérature s'agissant de qu'est-ce que c'est l'implémentation des programmes de prévention, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc plusieurs leviers. Globalement, ce qu'on va vite comprendre, c'est que l'adhérence des participants est encouragée par la simplicité du programme de prévention, son accès simple, les outils digitaux accessibles, mais au-delà, l'accompagnement par des professionnels, quels qu'ils soient, la présence d'un entourage. On peut noter également certains freins que vont être au départ la capacité fonctionnelle déjà altérée à l'inscription du participant dans le programme et également, et on peut le relier, la sous-évaluation du risque par le senior lui-même. C'est-à-dire qu'au moment où il s'inscrit dans le programme, s'il a peu de perception du risque lié à la dépendance, il va moins adhérer au programme. Bien sûr, ensuite, nous avons tous les éléments de perception négative du programme de prévention. Le cadre d'évaluation des programmes de prévention, on va retenir REAIM, qui est un cadre large d'évaluation au niveau des programmes en cours d'expérimentation, comme l'est actuellement le programme ICOP. Dans une phase de pérennisation, on peut utiliser l'outil ORC. Alors, l'hypothèse globale de nos travaux, c'était qu'une bonne connaissance et un suivi rapproché des données permettent d'adapter l'implémentation du programme en pratique clinique. C'est un des éléments du cadre théorique REAIM, c'est-à-dire qu'on suit les données en vie réelle et en parallèle, en même temps, on adapte les outils et l'implémentation. Les données, elles sont issues du dossier informatisé ICOP Monitor du CHU de Toulouse, avec des données depuis le 1er janvier 2020. Donc, pour vous resituer le cadre, actuellement, 80 000 participants et plus de 120 000 étapes 1 de repérage. On a utilisé toutes les données des utilisateurs ICOP Monitor, de tous les porteurs de projets en France qui utilisent ICOP Monitor, donc soit plus de 200 porteurs, plusieurs milliers de professionnels de santé, 80% d'infirmiers parmi eux, que je remercie vivement. Et les données exploitées, selon les études, sont les données d'étape 1 de repérage, d'étape 2 d'évaluation et d'étape 3 du plan de soins. Alors, rapidement sur les principaux résultats. On a d'abord étudié le déploiement lui-même. Comment on peut implémenter le programme en vie réelle? Est-ce qu'il est implémentable? La réponse est oui, à large échelle et également dans des populations spécifiques. On a notamment regardé la possibilité d'implémenter ICOP dans une population d'oncogériatrie et moyennant quelques adaptations, c'est réalisable. L'étape 1 de repérage que vous connaissez, elle répond à un besoin de repérage rapide, facile d'accès, implémentable en utilisant les outils digitaux, mais on l'a vu ce matin aussi, pourquoi pas en utilisant le papier et puis la retranscription dans la base de données. Il y a une implication importante des professionnels de santé, hein, on l'a vu, c'est un des éléments de réussite d'une implémentation de programme de prévention. C'est le cas dans ICOP actuellement, 80% d'infirmiers parmi ces professionnels de santé. Et en parallèle, pour les gens les plus jeunes et les plus robustes, c'est important de promouvoir l'auto-évaluation, donc cette capacité des seniors à s'auto-évaluer, à faire l'étape 1 par eux-mêmes, parce qu'après, ils vont être autonomes, tout simplement. Cela demande donc en parallèle une adaptation des outils. L'idée, l'objectif, c'est une implémentation pragmatique et réaliste en vie réelle, hein, en pratique clinique. On a ensuite regardé les facteurs d'adhérence au suivi. Alors, ce qu'on va voir de manière générale, c'est que l'adhérence, elle est bonne, avec un suivi sur 2 ans à environ 75%. Ce qu'on a retrouvé dans la littérature, on le retrouve dans le programme ICOP, les participants les moins adhérents, c'est les plus âgés et ceux qui, d'emblée, au départ, présentaient des altérations dès l'inscription. Cette adhérence, elle va augmenter s'il y a un professionnel de santé qui intervient et si la personne a eu une étape 2 d'évaluation. D'où l'intérêt de prioriser les participants, l'accompagnement par les participants les plus altérés par les professionnels de santé. Alors, je suis désolée, ah voilà. Euh, En parallèle, il faut développer l'auto-évaluation, on l'a dit, parce qu'en fait, de manière très pragmatique, ces gens qui s'auto-évaluent initialement, derrière, ils vont faire leur suivi
de manière autonome, gain de temps et d'énergie pour les professionnels de santé qui, eux, vont se concentrer sur les gens les plus altérés. Enfin, ce qu'on a regardé, on a voulu répondre à une question très pratique. Je suis soignante et j'accompagne les professionnels de santé du territoire. Et la question, elle était simple. Je suis professionnelle de santé, j'ai fait 50 step 1, 50 étapes 1, j'ai 5-10 étapes 2 d'évaluation à réaliser, j'ai pas le temps. Comment je fais pour choisir quelle étape 2 je dois faire? Quel est le participant prioritaire parmi ceux que je dois évaluer? Pour ça, on a fait différentes techniques statistiques et notamment du machine learning. Et ce qu'on a démontré, c'est que les patients les plus à risque de déclin fonctionnel vont être ceux qui, initialement, à l'étape 1, présentent, quel que soit leur âge, une altération à la mobilité, plus ou moins à la nutrition. Donc, quand je suis un professionnel de santé et que je dois choisir, quel que soit l'âge de mon participant, il vaudrait mieux prioriser ceux qui d'emblée avaient une altération à la mobilité et à la nutrition, avec une réserve à plus de 76 ans. C'est très important de regarder également la chimie qui va les faire basculer rapidement dans le déclin fonctionnel. Les perspectives de ce travail, c'est d'une part de répondre à certaines questions cliniques entre l'interaction entre des résultats d'ICOP et un événement, comme la chute. On a 2 publications en cours d'écriture. Un élément clinique qui peut être le repérage des troubles cognitifs, hein, se servir d'ICOP de l'étape 1 pour repérer des gens très précocement en vue des nouvelles thérapeutiques par immunothérapie. Nous avons fait déjà une publication sur le sujet. Par ailleurs, on souhaite travailler sur le maintien de la capacité intrinsèque et la résilience des individus. Quelles caractéristiques présentent ces individus qui, eux, vont se maintenir très longtemps et pourquoi eux? Il faut aussi qu'on complète pour répondre au cadre théorique par des études qualitatives sur l'adhésion, la satisfaction des participants. Qu'est-ce qu'ils y trouvent dans ce programme ICOP? Et enfin, le professeur Andrieux vous en a parlé ce matin. Bien sûr, la perspective la plus grande actuellement, c'est aller chercher si le programme est efficace et donc le projet de recherche ICOP Trial. À titre soignante, évidemment, je crois fortement au rôle des professionnels de santé et à leur leadership s'agissant d'un programme de prévention qui va être pérennisé dans les mois à venir. Je vous remercie de votre attention.